Salut, c'est Thomas Rozek. L'épisode qui arrive et celui qui le suivra sortent de nos formats habituels. Les voix que vous allez entendre, nous n'avons pas l'habitude de leur laisser la parole. Ce sont celles de personnes souffrant de handicap. Un terme large, générique, qui englobe une galaxie de réalités dont on prend rarement le temps de mesurer la complexité. C'est tout le projet du travail de reportage qu'a mené ma consoeur journaliste Anne-Sophie Lebon, aidée par Philippe Pujol, dont il ressort une série de 6 entretiens qu'on a baptisés « Nous autres », 6 parcours de vie, 6 visions du monde dont on va découvrir aujourd'hui les 3 premiers qui composent notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Avant cela, prenons quelques instants pour expliquer la démarche, l'idée générale qui a guidé la réalisation de ces entretiens. J'en ai discuté avec Anne-Sophie Lebon en lui demandant tout simplement quelle était la genèse de ce projet. Ces projets d'entretien sont venus en fait déjà par une question un peu ancienne que je me posais suite à des situations personnelles auxquelles j'ai été confrontée qui m'ont fait voir à quel point des fois certains destins peuvent basculer de manière temporaire ou définitive dans des situations de handicap et que c'est pas du tout un phénomène marginal en fait. Et du coup ça m'intéressait de documenter cette réalité là, du handicap qui fait de fragilité et de ressort à la fois en fait. Voilà, donc je suis rentrée en contact avec une association assez importante dans le sud-est de la France et qui m'a ouvert les portes de ces centres où j'ai rencontré des personnes qu'on n'a pas souvent l'habitude d'entendre. Et justement là, on va les entendre juste après notre petite discussion. C'était quoi le dispositif ? Comment ça s'est passé ces entretiens ? Comment ça s'est organisé très concrètement ? Alors en fait, je suis rentrée en contact avec il y a divers types de centres qui peuvent prendre en charge les handicapés avec tout des tas de sigles nouveaux comme des ESAT pour les centres d'aide par le travail ou des ITEP, des IME qui s'occupent plus des personnes mineures. Donc quand je suis rentrée en contact avec ces centres, j'ai d'abord rencontré les directions. Il a fallu aussi avoir les accords des familles qui ont, ces personnes m'ont orientée vers des profils, de personnes qui avaient quelque chose à dire et qui avaient envie de parler déjà. Qui avaient envie de raconter leur histoire. Donc c'était vraiment selon l'envie en fait. Il n'y avait pas de critères très arrêtés au départ. C'était vraiment qui avait envie de parler, de s'exprimer, de raconter son histoire. Ouais. Est-ce que ça a été simple à récolter comme parole ? Je trouve assez simple parce que moi-même j'arrivais aussi avec mes idées reçues. On m'avait dit au siège de cette association de m'attacher les cheveux avant de rentrer. La première fois que je suis rentrée dans un foyer pour adultes. Bon voilà, mais en fait non, ça a été assez simple. Chaque fois j'ai rencontré vraiment des personnes volontaires qui avaient envie en fait. Et à partir de là, moi j'ai pas rencontré de difficultés particulières. Alors après. Il peut y avoir la difficulté liée à l'élocution de la personne, parce que souvent, c'est des personnes qui ne s'expriment pas forcément, qui n'ont pas forcément le vocabulaire, ou qui peuvent avoir, liés à leur handicap, des problèmes plus ou moins d'élocution, mais je trouve qu'on comprend toujours bien, et puis c'est bien d'avoir une parole différente aussi dans la forme. Est-ce que justement, l'un des effets recherchés, en faisant entendre cette parole qui est assez inédite, c'était de sortir de la présentation parfois stéréotypée qu'on a du handicap, la manière dont il est présenté médiatiquement de manière générale. Oui, complètement, parce qu'en fait, on a souvent les mêmes types de personnes handicapées qui s'expriment, soit les personnes qui ont des codes, qui ont conscience de leur handicap et qui savent avoir un discours dessus. Les personnes qui savent s'exprimer. C'est souvent aussi un certain type de handicap, donc qui correspond au stéréotype que les personnes dites valides ont, donc ça va être la personne en fauteuil roulant qui n'arrive pas à accéder, etc. Donc c'est des réalités qui existent bien sûr. Ça va être la personne aveugle, ou ça va être par exemple la personne autiste, même si pareil l'autisme c'est un terme qu'il faudrait définir parce que c'est une réalité très très large et très protéiforme. Avec des gens qui savent s'exprimer et à la limite chez qui on voit pas trop, chez qui le handicap n'est pas trop dérangeant non plus à voir, à sentir.
Or, en fait, le handicap, c'est très large et ça peut, en fait, recouvrir des réalités très, très diverses. Un handicap qui est de naissance, qui arrive parce qu'il y a un accident de la vie, des maladies, des troubles psychologiques, des troubles du développement. C'est vraiment très, très varié. Et en fait, il faut quand même savoir qu'au cours de sa vie, un Français sur deux sera en situation de handicap temporaire ou définitive. Donc, ça concerne énormément de gens. Et d'ailleurs, quand on regarde les statistiques, elles sont très anciennes et c'est assez peu documenté, ce qui est peut-être révélateur d'ailleurs de la réalité qu'on souhaite décrire ou pas. Voilà. C'est une réalité. Ce que vous souhaitiez montrer, c'est la complexité en fait, de ce monde du handicap et de la difficulté, parce que c'est un terme qu'on accole au handicap, qu'on a tendance à présenter de manière réduite. Complètement, ouais, c'est parce que moi, je n'ai pas approché ces gens en leur demandant quel était précisément leur handicap. Je n'avais pas besoin d'avoir leur diagnostic, mais simplement, je sais qu'il y a eu des parcours de vie un peu traumatisants, soit dès l'enfance, soit ensuite plus tard en étant adulte, souvent des épisodes de vie dans lesquels ils ont connu des moments violents, de rejet. C'était parfois des retards dès l'enfance ou des choses qui se sont déclarées un peu plus tard. Mais effectivement, c'est des handicaps assez variés. En fait, je suis plus sur des personnes qui sont, à mon avis, atteintes d'handicap lié à des déficiences mentales, en fait. Mais en fait, c'est très compliqué parce qu'en fait, souvent, c'est des personnes aussi fragiles et qui sont rattrapées par leur corps. Et ça, on le verra dans l'un des épisodes, notamment avec Christian Schott qui en parle bien. Et voilà, c'est quand même des personnes fragiles qui connaissent aussi parfois le vieillissement et pour qui rien n'est simple. Et ça, c'est bien de l'avoir en tête parce que le mouvement actuel veut qu'en fait, on intègre davantage, d'ailleurs, on parle plus d'intégration, mais d'inclusion de ces personnes dans la société, mais aussi il faut prendre conscience que c'est des personnes qui sont souvent aussi fragiles et qui nécessitent certains aménagements et que c'est tout à fait normal, en fait. Et là encore, ça peut aussi arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment de sa vie, donc c'est bien de l'avoir en tête. Donc, je suis Christian Schott, j'ai 48 ans, j'ai un diagnostic doublé, en fait d'autiste dit de haut niveau, donc je suis TSA. J'ai une formation d'artiste musicien violoniste, donc j'étais violoniste, compositeur et prof aussi. Alors, en fait, l'histoire, c'est que de par aussi le fait que j'avais cette hémiplégie et que j'étais donc autiste, mes parents ont beaucoup insisté pour me faire jouer du violon, me donner accès à du matériel musical. J'avais évidemment l'accompagnement en kiné, et puis ils ont eu le souci de me faire beaucoup de sport, et puis maintenu à l'école. Donc voilà, j'étais dans un lieu de mixité sociale qui m'a quand même permis d'être avec un petit peu les autres, quoi. Bien sûr, je recommande de scolariser, et comme je disais, c'est pour une histoire de mixité sociale. C'est pas que les personnes qui ont déficit d'un handicap ou de l'autisme ou n'importe quoi à faire les 100% d'efforts pour s'intégrer à une société. Et la société, elle doit être inclusive, hein, donc elle doit prendre en compte les différences des gens. Et puis déjà à l'école, c'est bien puisque les enfants sont exposés aux différences de chacun. Donc voilà, avec apprentissage du respect de la différence de l'autre, je pense qu'on peut arriver à une société beaucoup plus ouverte et donc plus inclusive. C'est un savant partenariat entre soi et la société pour venir faire une rencontre. Et voilà, c'est ça. Alors j'avais écrit un premier livre en fin 2008 et un autre, je sais plus, c'était pas 2012, 2013, je sais plus. J'aime pas écrire, j'aime pas lire, mais j'ai fait ça c'était mon petit diplôme à moi, pour me dire que je sais écrire un livre, alors je sais écrire.
Mais pour moi, j'ai vraiment commencé à écrire, à travailler l'écriture, la lecture, la compréhension vers l'âge de 20 ans. Et d'arriver à écrire ces livres, pour moi, c'était un premier grand pas vers la communication. Mon violon, c'est mon passeport qui me permet de parler toutes les langues et donc de pouvoir interagir avec n'importe qui. Sans le violon, je crois que j'aurais jamais développé le goût du voyage. Parce que je suis pas tellement... les langues, je les ai apprises, je les apprends par la force des choses, mais parce que quand on apprend un peu la langue d'un pays, on en joue mieux sa musique en fait, puisque ça vient de là. Mais sinon... je suis pas doué pour apprendre des langues, ça rentre comme ça, mais je suis pas doué. Et donc par contre, tout ce qui est musical, oui, là oui. Parce que justement, en France, on est dans un pays de littérature. Et dans les pays de l'Est, on est plutôt dans des pays de musique. Et bien, même s'ils ont une littérature qui est très 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 importante, mais il est clair que quand on a un violon sur le dos à Cracovie, on n'est pas regardé de la même manière que quand on a un violon sur le dos à Paris. Ici, le violon, c'est un petit loisir qu'on fait, mais c'est pas un métier. Alors que là-bas, c'est un vrai métier. Et c'est plus que ça, c'est aussi, que ce soit en Russie ou en Pologne, ou en Slovaquie, quand on a un violon, on n'a pas besoin même de parler la langue, on a un violon, alors les gens ils sortent leur instrument et on joue. Et on passe des soirées entières comme ça, on mange, on boit, on joue, et il n'y a même plus besoin de parler, on a passé un très bon moment avec plein d'échanges émotionnels. À un niveau émotionnel et relationnel, ça devient extrêmement fort. Donc on va dire que j'écoute plus de techno dans un lieu public, et chez moi je vais écouter, ça peut être metal folk classique, je suis très très ouvert, c'est tout ce qui est musical m'intéresse, donc c'est vraiment je bouffe la musique du monde, mais de tout le monde entier, je vais fouiller partout. YouTube est mon meilleur ami. En fait, l'intérêt de la techno pour moi, c'est que comme je vis particulièrement les choses, je ressens comme mon corps qui se met à trembler, vibrer. Et le fait de mettre une musique avec un certain rythme dans les oreilles, ça permet de me synchroniser à ce rythme. Alors pour les souvenirs à la mémoire, ils sont très présents, c'est-à-dire j'ai une bizarre mémoire, enfin quand même assez sélective, mais et par exemple je me souviens comme si c'était tout à l'heure de l'environnement, mais de façon très très détaillée, de l'appartement dans lequel j'ai vécu de 0 à 2 ans. Donc j'ai une mémoire qui est extrêmement précise sur ce qui est visuel, auditif, sur des odeurs, des choses comme ça. Par contre, il n'y a pas de gens dans ma mémoire. Donc en fait, par exemple, il y a des morceaux, comme je disais, il y a des morceaux qui m'arrivent dans la tête, donc ça va être le truc, une partie de la journée où je vais devoir gérer ces morceaux qui sont là pour les évacuer parce que c'est trop présent. Mais c'est présent. Et puis après, comme je fais beaucoup d'exercices genre des arts martiaux, il y a pas de pensée particulière, donc je suis sur un hyper présent pour le coup, de faire ce que je fais, de lâcher prise ou autre. Et pour l'avenir, j'ai du mal parce que c'est l'avenir, je sais pas ce que c'est. Parce que elle me dit que là tout de suite, je sais pas, tout peut disparaître, tout peut changer. Je ne sais pas. Donc je ne sais pas, donc je prévois pas. Et en fait, si je veux prévoir quelque chose, projeter quelque chose, ça voudrait dire que je prenne le contrôle sur tellement de paramètres et j'en suis pas capable. Donc j'y arrive pas. Je sais qu'on vieillit, donc je sais comment retarder le vieillissement. Donc c'est pas pour rien que je fais exercice physique, exercice intellectuel, l'art c'est bien, le fait d'intervenir de temps en temps, ça me permet comme justement de faire des interactions et c'est bon pour mon cerveau. En fait, j'entretiens la machine le mieux que je peux. Là, il y a mon hémiplégie même si elle était légère, elle était légère. C'est-à-dire que j'en ai des séquelles toujours. Au niveau musculaire, par exemple, j'ai 2 tiers de moins de muscles sur cette jambe que là. Mais avec le vieillissement, le fait que le métabolisme ralentisse et tout ça, donc forcément, je fabrique
J'essaie de conserver mes plaques motrices. J'essaie toujours de faire l'exercice, etc. Mais je sens bien, voilà, j'ai le poids je prends plus de poids. Bien sûr que ça me rattrape l'énergie fulgurante que je pouvais avoir encore à 40 ans, à 30 ans, même parlons pas. C'est sûr qu'aujourd'hui, je suis en dessous de ça, mais je fais avec ce que j'ai. Et puis du mieux que je peux, toujours du mieux que je peux. On est mal vu. Où tu vas dans les grandes villes, ils te regardent, t'es une rebut de la société. On dirait qu'on a comment je peux vous dire, une pancarte dans le dos. Parce qu'un jour, j'étais en vacances et on était en Ardèche et les gens nous regardaient, on dirait, comment je peux vous dire, comme de la rebut de la société. Et j'ai très mal vécu ça. C'est Claudine, je travaille au conditionnement. Je fais de la couture, du repassage, j'attache, je remplis. Je fais de temps en temps des cagettes. Quand il y a un coup de bourre à la fromagerie, je monte à la fromagerie et je fais des bannons. J'ai toujours travaillé dans un CAT. Je viens de travailler ici pour mon mari et pour ma fille. Ma fille, elle était à Château et mon mari, il était à la menuiserie. Avant, j'étais à Saint-Auban. C'est un autre CAT. Sinon, on ne voyait pas beaucoup son père, ma fille. Il faisait les trajets. Et je ne voulais pas qu'il fasse toujours les trajets, alors je l'ai suivi. Il se levait à 6h du matin, jusqu'à 5h15, il n'était pas à la maison. Alors j'ai préféré de quitter où je travaillais pour venir pour le suivre. Ma fille, elle est dans l'IME La Durance à Saint-Auban. Je voulais qu'elle fasse des études, aller à un collège, tout ça. Mais elle a eu 2 ans de retard. Alors elle est dans l'IME La Durance. Pour apprendre à travailler, à lire, à écrire. Pour se débrouiller dans la vie. Elle voulait faire un truc jeune enfant, mais elle le fera jamais. Parce que je peux pas donner des sous pour les études, tout ça. Alors elle va travailler au départ une entreprise adaptée pour se faire des sous, un CAT. Après, elle fera ce qu'elle voudra. Parce que moi, je peux pas financer ses études. Je voudrais aider à ma fille, mais je peux pas. Elle a des amis, elle a un chéri. Bon, je donne de temps en temps un peu de sous pour son avenir. Si elle veut s'acheter des trucs, des robes, des trucs comme ça. Le peu d'argent que je lui donne, elle se paye des trucs. Mais pour un permis, je pourrais pas lui la dépanner. Comme je suis diabétique, je peux, de temps en temps, ma vue, elle baisse. Je préfère pas conduire. Et j'ai pas le permis. Mon compagnon, il a le permis. Il m'amène où je veux. Voir ma famille, voir mes amis. De temps en temps, je fais sortir avec les hâtes. Mais sinon, je fais toute seule. Je pars en vacances toute seule avec ma famille. Je vais voir des amis à Gap. Quand j'ai envie de partir, je pars. Je leur demande s'ils veulent y aller. Ils me disent oui. On part tous les 3. Sinon, toute seule. J'ai une villa. Et je fais partie des nuits et mers. Je paye mon loyer, je paye tout. C'est les personnes qui
paye son loyer, son gaz, la lumière, tout. Je m'en sors très peu. Je voulais acheter une maison et je ne peux pas. Pour nous, un handicapé, c'est pas comme une personne normale, il peut acheter une maison. Que nous, on a des difficultés d'acheter une maison. Les banques, ils ne nous prêtent pas du tout. Avec l'âge, ils ne nous prêtent pas du tout. Faudrait que ça change, mais ça ne changera pas. Le président, il doit s'en foutre des handicapés, je pense. Parce que toutes les promesses qu'il a fait à tout le monde, il les tient pas. Il devait monter l'âge, il devait faire plein de trucs pour les handicapés. Et c'est toujours pas fait. Tu te demandes pourquoi tu te lèves pour travailler. Tu fais des projets dans la vie, tu fais plein de projets. Et derrière, ça tient pas. De temps en temps, j'ai envie de retourner dans le passé. Mais c'est pas possible. Je connais plus personne où j'étais. Ils sont partis tous à la retraite ou ils sont décédés. Je connais plus personne. Il y a des nouveaux, je connais plus personne. Non, il n'y a pas de solution. J'ai mis de côté mes pensées et voilà. Je voulais changer, mais je me suis dit, je suis trop vieille. Comme j'ai 50 ans, pour repartir à zéro, je ne veux plus. Je ne sais pas qu'est-ce que je trouverai en dehors. Comme j'ai trouvé, pas qu'est-ce que je voulais, mais j'ai trouvé autre chose. Je travaillerai toujours ici jusqu'à ma retraite. Et après, peut-être je resterai ici ou je partirai à Digne. Je me rapprocherai de la ville. Déménager comme ça, on a tout de près. Les magasins, l'hôpital, les médecins, la pharmacie. La tutelle m'a mis des sous de côté pour ma retraite. Ma maladie, elle me laisse travailler. Comme je suis diabétique, tant que ma maladie ne s'aggrave pas, je pourrai continuer de travailler. Si un jour ça s'aggravera, je m'arrêterai de travailler. Pour l'instant, elle me laisse tranquille. Il y a des hauts, des bas, mais on me soutient. Même que j'ai plus envie de me lever, je me lève pour venir travailler. Je pense un peu à mon père et à ma mère. Ils ont tout donné pour nous, alors je me lève pour aller travailler. Moi, je connais Valérie parce qu'on était allé en colis en Ardèche. Et c'est de là que j'ai connu ma copine. On est parti en colline, en pique-nique. J'ai fait le premier bisou, elle était contente. Ouais. Et c'est là que je l'ai connue. Ouais. On était ensemble en colonie, on s'est connus là-bas. Moi, c'est Rancy. Jean-Luc. Et quel âge tu as? Moi, c'est 51 pour l'instant. Et donc, je suis né le 14-2-68. À Aubagne, bien sûr. Moi, je m'appelle Valérie. Je suis née en Corse, à Ajaccio. Je vais avoir 52 ans le 14 novembre. Et ma date de naissance, c'est le 14-11-67. Lui, il est rentré avant au foyer et moi, je suis rentrée après. Mais avant d'être ensemble, on était séparés. Lui était dans une chambre, moi là à côté, là, avec une fille. Atroce. Elle me laissait le rideau ouvert, elle m'ouvrait le frigidaire, elle me laissait la chambre grande ouverte. Non,
Je voulais même pas rester dans la chambre, je voulais m'en aller tous les jours. J'allais tous les soirs dans sa chambre à lui, pour pas rester avec elle. Après la nuit, elle ronflait, oh là là, lamentable. Par contre, là où j'étais, dans la chambre où j'étais, c'était pas un cadeau qu'on m'a fait. Parce que d'un côté, bon, moi j'avais une chambre, et de l'autre côté, j'avais un non-voyant. Chaque fois, j'appelais Valérie au téléphone. Il tapait dans le mur pour pas que j'appelle Valérie. À la télé, elle est trop forte. J'ai dit, Dani, ça ne peut plus durer. Je t'en fous, maintenant, c'est plus avec. Et maintenant, je suis tranquille. Voilà. Et après, on dit à ma mère, bon ben, le projet de votre fille, c'est de vivre avec Jean-Luc, mais pas dehors, tout en étant encadré ici. Et elle m'a dit, oui, ça va. Mais avant, j'étais chez ma mère, Voilà. avec mon père, ma mère, mais mon père n'y est plus, il est mort depuis le 8 septembre 2013. Et j'étais avec ma mère, mais après, comme j'ai connu lui, ma mère, j'en avais marre de ne pas le voir beaucoup. Je voyais que le week-end, un peu le soir, quand il venait au CAT, chercher les autres, au travail, moi. Voilà. Non, ma mère, elle a dit non. Ma mère, je lui ai dit, maman, avant j'avais un autre copain, c'était muet, bon, il n'était pas gentil. Et quand je dis, maman, ça y est, j'ai rencontré un autre, elle m'a dit, est-ce qu'il est mieux? Parce qu'elle a eu peur qu'il soit pareil que l'autre. Elle a eu peur qu'il soit pareil que l'autre. Et quand elle a connu, elle a connu, ma soeur l'a connu en premier, elle a dit, maman ne te fais pas de soucis, il est bien. Voilà. Il est aimé par ma soeur, pour tout le monde, par mes beaux-frères, par tout le monde. Par contre, Mais moi, sa famille à lui, je ne le connais pas, il en a plus, le pauvre. j'en ai plus. C'est à l'époque, ma cousine, qui était sur Gémonas, ils m'ont mis le sac de voyage Dehors. dehors, direct. J'ai pété, j'ai fait une crise. Après, il est allé Et après, j'ai fait 3 jours à à l'hôtel. l'hôtel. Parce que ma cousine et mon père s'étendaient plus ensemble. Alors, avant que ça se bagarre, elle est chez ma cousine. Elle dit, hop, on met le sac à Jean-Luc ici, et il se débrouillera. Ouais, depuis que sa mère n'y est plus. Depuis que ma mère a été décédée. Pour moi, ça se passe bien. Des fois, bon, c'est bien, des fois, c'est un peu... Bon, Électrique. Voilà. on ne pleurait pas, bon, pas qu'il est méchant, mais il respecte un peu, voilà, comme tous les couples. Hein. Voilà. Donc c'est impeccable, non, je suis bien de lui. C'est très bien. Voilà. Non. Sinon, ça se passe bien. Ah ouais. Oui, le soir, on est tranquille à la chambre. Hein. Nous, on est Ils tranquilles. viennent pas. On fait On part rien. le moniteur qui tape, il se présente, il dit, je suis Dani ou Marie-Christine. Et après, il nous dit, bon, on arrive, voilà. Maintenant, on a une grande chambre, on a tout ce qu'il faut dedans. Oui, d'un côté, on a mis le lit et la télé, et de l'autre, on a fait comme une petite salle à manger. Maintenant, Et on fait le lundi, on fait la popote, c'est Valérie qui le fait. ouais, Mais souvent, sinon, on fait le mardi, le mercredi, le jeudi, on mange à la chambre. on mange dans la chambre avec des plateaux, Ouais. Bon, calme. au calme. Ça fait comme si que c'était ma maison. Moi, j'aimerais bien dehors, mais j'ai un peu peur. Ici, on est suivi. Il y en a quelque chose, il y a les moniteurs à côté. Que dehors, après, ils viennent, mais pas tout le temps. Arrivent à 9h, ils s'en vont après. Après, c'est à nous de gérer. Ben, le week-end, on part le vendredi soir après le travail. Je prends le quart de bagne, je vais au bagne. Et on revient le dimanche soir par le 69. Alors, Et après, de là-bas, on marche à pied, on y va seul. On va manger dehors, au manteau tout seul, et les moniteurs nous laissent tout faire. Il faut leur dire à quelle heure on y va, à quelle heure on revient. Ouais, Après, quand j'ai des rendez-vous pour le pédicure, le docteur, le dentiste, je leur dis que j'ai pris rendez-vous, c'est normal. Ils me disent, vas-y seul. Au contraire, Dani est contente qu'on fasse tout nous. voilà. Et au moins, on est autonome. Moi, j'ai ma tutrice qui me met sur mon compte de carte 120 €. J'ai une carte, avant, je ne savais pas la manipuler. Là, je sais la manipuler. Ou je prends 20 €, ou je prends 30 €. Ça me fait le mois. Après, il a appris tout seul. Et moi, c'est le foyer qui me donne tous les mardis 40 €. Voilà. Et ma mère l'aimerait, bon, même les moniteurs, que je prenne la même carte que Jean-Luc, mais moi, j'ai peur au distributeur. Mais J'ai peur qu'on me l'avale. Alors aujourd'hui, j'ai regardé un peu comme il a fait. C'est pas difficile, il faut mettre la carte, faire le code, après faire le montant. Bon. Peut-être que j'y arriverai, mais je sais pas. oui, Bon, on verra.
Pour marier, j'aimerais bien me marier, mais c'est cher. Et ouais, ça va vraiment très cher. Ça coûte cher. Hein. Moi, j'ai juste pour porter son nom, j'ai dit, bon, c'est pas grave. Dans les fiançailles, c'est pareil. Hein. La bague, elle est au doigt, là. Non, ça, je te rends une bague et voilà. Si on se fiance. Bientôt. Bientôt. Moi, je dis rien, mais je sais ce que je vais prendre. Et moi, je te rends un bracelet, je sais pas. On verra. Moi, j'ai une idée. Mais je dis rien. Et là, je ne vais pas parler de la retraite, mais moi, je sais où je vais Je aller. vais finir mes vieux jours avec lui. Hein. Voilà. Non, c'est pareil, non. Oh. Ah non, ça Ah non. non. Ah non. Ça non. Non, je dis, Ça non. je finis ma vie, tous les deux ensemble. Ouais. À suivre.